Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, bienvenue dans cette émission. Créer 10 000 emplois dans l'agroalimentaire, c'est l'ambition de la FINC qui a entamé une réflexion avec les acteurs concernés depuis plusieurs semaines. Nous allons en parler dans cette émission avec Marie-Amélie Molia, qui est la vice-présidente de la FINC, mais aussi avec Maxime Costil et Sébastien Muller, qui sont respectivement directeur général et vice-président de l'ANIA, l'Agence nationale des industries alimentaires, qui sont actuellement sur le territoire. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette émission. Marie-Amélie Molia, on peut peut-être rappeler le travail qu'effectue la FINC depuis plusieurs semaines maintenant pour voir quels sont les secteurs ou les filières en tout cas qui peuvent être créatrices d'emplois dans les années qui viennent. Effectivement, merci pour l'invitation. Le travail, comme vous le rappelez, qui est mené, c'est de rappeler qu'il y a un travail nécessaire sur la définition des filières prioritaires à développer sur le territoire. Nos invités nous en parleront après moi, mais en Nouvelle-Calédonie, sur l'agroalimentaire en particulier, on produit 15% de ce que l'on consomme, donc il y a une marge de progression certaine. Et pour cela, il faut une volonté commune et généralisée, et notamment politique en premier, de développer ces filières-là pour créer les 10 à 12 000 emplois qui peuvent émerger rapidement, puisqu'on voit que aujourd'hui, le secteur de la mine est assez sinistré, donc il faut pouvoir le repenser. Et en attendant que ce secteur puisse redémarrer, on pourra parler de formation peut-être aussi, mais régénérer de l'emploi grâce à des filières agricoles de matières premières pour alimenter les industries agroalimentaires. Et les acteurs concernés se sont bien agrégés à ce projet. Vous sentez une volonté de faire bouger les choses ? Alors, des rendez-vous qu'on a eus ces derniers jours, il y a eu quelques prises de conscience, mais pas généralisées. Je pense qu'il y a encore un travail à faire de convaincre tout le monde du bien fondé de ça et que c'est effectivement la priorité sur laquelle il faut concentrer tous les efforts parce que c'est réellement une piste de relance économique à court terme qui est complètement possible. Alors, Sébastien Muller et Maxime Costil, on va vous entendre un peu sur le constat que vous avez dressé de votre séjour avec les acteurs que vous avez rencontrés sur ce sujet-là, voir aussi encore tout ce qu'il faut mettre en place pour structurer finalement cette filière de l'agroalimentaire. Peut-être avant cela, Sébastien Muller, vous êtes le vice-président de l'ANIA. Rappelez ce qu'est l'Agence nationale des industries alimentaires, quel est son périmètre et son action. Alors, l'Association nationale des industries alimentaires est l'association qui regroupe l'organisation professionnelle qui regroupe l'industrie alimentaire. Qu'est-ce que c'est l'industrie alimentaire ? C'est l'outil de transformation des matières premières agricoles, alors qu'elles soient très proches ou plus lointaines. Premier secteur économique en France qui regroupe toutes les régions métropolitaines avec des organisations régionales comme la FINC au niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur les autres territoires d'outre-mer. Donc vraiment l'organisation qui rassemble les régions, mais aussi les métiers. Donc les syndicats professionnels qui représentent les différents métiers de l'agroalimentaire, de l'apéritif au digestif. Donc tout ce qu'on consomme tous les jours, avec un soutien important qu'on amène avec différentes actions sur le territoire. Et on est ravis d'être avec vous aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Alors justement, sur les actions que vous pouvez mener, c'est de l'accompagnement, c'est de la proposition d'idées, c'est de la mise à disposition d'outils aussi pour structurer cette filière ? Alors aujourd'hui, on est là pour effectivement suivre et accompagner la Nouvelle-Calédonie, qui fait partie des régions adhérentes à l'organisation, pour peut-être donner un œil neuf, expliquer ce qui fonctionne dans d'autres territoires. Après, je crois vraiment que ce qui est important, c'est que chaque territoire doit l'adapter à son fonctionnement, à ses besoins, à ses disponibilités en matières premières. Donc on n'est pas là pour faire du copier-coller, ça c'est hyper important. On n'est pas là pour inventer des choses. Par contre, on est là pour donner des pistes de ce qui fonctionne au niveau national et sur les différentes régions. Alors avant de voir les pistes peut-être qui peuvent être appliquées en Nouvelle-Calédonie avec une adaptation, on l'a bien compris, quel constat vous dressez, Maxime Costil, de ce que vous avez vu, des acteurs que vous avez rencontrés ? Est-ce qu'aujourd'hui les choses sont prêtes pour véritablement avancer ou est-ce qu'il reste encore peut-être un certain nombre de freins ou de leviers avant de pouvoir structurer un peu plus les choses ? Merci de cette question. Je vous en prie. Non, on va commencer peut-être d'abord par les constats. Et là encore, c'est un regard extérieur, mais dans les éléments très positifs, il y a, et on en a rencontré beaucoup, on a visité beaucoup d'entreprises ces derniers jours, il y a cette capacité très impressionnante de résilience des chefs d'entreprise.
Ça, c'est le premier point. Encore ce soir, on sera chez Biscuit Choc où Cacao du Pacifique. Les Cacao du Pacifique, maintenant, pardon. Voilà, où le choc renaît de ses cendres. Exactement. On en a vu plusieurs pendant ces quelques jours. Donc, c'est ce premier point, c'est la résilience. Le deuxième point, c'est vraiment cette capacité du territoire à avoir une production agricole importante. On y reviendra si vous voulez. Mais il y a déjà des filières d'excellence. On voit bien qu'il y a des productions d'excellence encore, mais qui sont sous-exploitées, non exploitées. Et il y a des potentialités où ce territoire avait une position, une production très importante. Hein. On parle cacao, on parle café. Après, quels sont les freins ? Bon, il y en a plusieurs. C'est que d'abord, il faut se mettre autour d'une table pour se parler, pour construire des filières. Moi, j'ai l'impression, mais peut-être que Sébastien aura le même avis que moi, avec tous les échanges qu'on a eus, qu'il y a une prise de conscience en cours sur ce sujet, sur cette capacité de se mettre autour d'une table pour essayer de poser des sujets. Le président de la Chambre d'agriculture, avec qui on était, est dans cet état d'esprit. Après, il faut un soutien politique pour que ça fonctionne, puisque pour qu'une industrie de transformation se développe, il faut aussi lui permettre de se développer. Ça veut dire probablement quand même la soutenir ou la protéger dans un premier temps, le temps qu'elle devienne mature. Ça peut aller très vite, mais on ne peut pas l'exposer de l'importation générale, sinon elle ne peut pas survivre dans un premier temps. Et ce n'est pas pour ça qu'à la fin, il y aura des produits plus chers. C'est juste qu'il y a un temps de monter au bon niveau pour que le coût de production soit le bon. Et le dernier point, ça fait partie des compétences de la Nouvelle-Calédonie, c'est la capacité de gérer les accords commerciaux. Et on voit sur la crevette, par exemple, qu'elle est excellente, la filière est très belle et c'est exporté au Japon, qui est un pays très exigeant sur l'export. Donc il y a des capacités d'aller produire, d'aller développer des filières, et c'est 200 emplois dans le Nord qui fonctionnent très bien, plus des exploitations agricoles. Donc on voit bien qu'il y a une grosse capacité quand même. Marie-Amélie Molia, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les industries de transformation dans l'agroalimentaire ? C'est l'accès à la ressource de base, c'est l'étendue du marché. Quels sont les points les plus délicats aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça va dépendre des filières, mais effectivement, le point de départ, c'est ce qu'expliquait Maxime à l'instant, c'est la définition de politique publique pour encourager l'émergence de nouvelles filières dans les matières premières agricoles, puisque je reprends les mots que Sébastien utilise régulièrement, il n'y a pas d'agroalimentaire sans agriculture. Donc c'est quand même la base, c'est quand même ce serait une fierté de pouvoir produire, créer une industrie, une filière industrielle agroalimentaire à base de produits locaux. Mais pour cela, il faut que la volonté politique, et comme le disait Maxime, que tout le monde se mette autour de la table et avoir quelque chose de cohérent, ce qui n'est pas toujours évident sur le territoire, comme on le sait. Il faut une volonté politique. Est-ce qu'il faut aussi que le monde de l'agriculture, je ne vais pas dire s'adapte parce que c'est peut-être un petit peu fort, mais quand même tienne compte des réalités et des besoins des industries agroalimentaires pour adapter une production. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Muller ? Alors, je crois que je vais plus répondre de manière générale. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté partout sur les territoires, comme j'aime à le dire, tu as raison, de créer des filières entre l'agroalimentaire et l'agriculture. Il y a un moment, on a pu vivre l'un sans l'autre. Aujourd'hui, c'est plus possible. On a envie de local, on a envie de faire en proximité. Donc, pas d'agroalimentaire sans agriculture, ça, c'est le point important. Il y a un autre élément qui nous amène à ça, c'est la préservation des ressources et le changement climatique qu'il faut qu'on prenne en compte et qui est hyper important. On a un sujet sur la ressource humaine, qui est un sujet particulier chez vous aussi, et je crois que c'est un des sujets. Donc oui, pour créer un destin commun ou une vision commune demain, il faut se mettre autour de la table pour le construire et après, effectivement, l'accompagner. On ne peut pas le faire sans avoir des volontés communes. Moi, j'ai senti, et on l'a senti lors de notre tour, qu'il y avait vraiment une volonté autour de ce sujet-là. On a vu des jeunes qui étaient motivés pour se lancer. Mais évidemment, quand on démarre, il faut apprendre à se connaître et travailler ensemble pour créer de la confiance, parce que ça aussi, c'est un élément qu'on a senti. Il faut vraiment qu'il y ait de la confiance entre les différents acteurs pour créer du moyen long terme. Maxime Costil ? Oui, non, mais la bonne nouvelle, pour compléter ce que dit Sébastien, c'est que y a des filières qui existent et elles fonctionnent, et il y en a plein qui n'existent pas, mais on voit le potentiel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de se mettre autour de la table pour regarder les intérêts de chacun. Donc la mangue, le café peut-être, la vanille, vous avez une vanille exceptionnelle reconnue dans le monde, mais on n'arrive pas à en trouver.
c'est plus facile de se mettre autour d'une table au début de la construction d'une filière en posant les contraintes de chacun et comment chacun pourra en vivre et quel sera le coût final que avoir un producteur qui se lance tout seul et sort un coût de production qui est sa capacité à en vivre et qui en fait n'est pas adapté au marché. Donc moi je pense que c'est le bon moment pour poser tout ça et se rendre compte qu'on peut avoir des prix qui fonctionnent et qui sont compétitifs et avoir des exploitations et des usines de transformation qui se montent. Mais j'en reviens à ma question, est-ce qu'il faut aussi adapter un certain type de production, peut-être abandonner des choses parce qu'on va se rendre compte que finalement dans notre environnement, les produits peuvent être importés et beaucoup moins chers que ce qui est produit en Calédonie et peut-être en favoriser d'autres parce que justement il y a une spécificité calédonienne qui fait que le rapport sera bon. C'est aussi, si vous voulez, ce fait de se mettre autour de la table, c'est aussi identifier ce qui est faisable ou pas faisable. On ne peut pas faire toutes les filières, on ne peut pas imaginer une autonomie à 100%. Aujourd'hui, on est à 15%, on sait que voilà, y a encore de la marge de progression, mais c'est aux acteurs de se mettre autour de la table en se disant, sur tel ou tel produit, alors on a vu des choses sur la mangue, sur le manioc, sur plein de sujets qui peuvent être développés, mais c'est vraiment le dialogue qui fera que vous allez pouvoir analyser si la filière est viable. Et c'est du court terme pour peut-être certaines filières parce qu'elles sont déjà en cours de mise en place, mais c'est souvent du moyen terme. Et oui, il faut faire un tri. On ne peut pas tout faire partout. Et par contre, on peut avoir des complémentarités. Les méthodes doivent changer, c'est évident, parce qu'un agriculteur qui faisait de la pomme de terre, il ne va peut-être pas faire du fruit et légumes facilement, ou celui qui faisait de la céréale, il ne va pas faire. Donc il y a de l'accompagnement technique derrière, mais il y a surtout des volontés au départ, des professionnels et de la politique publique de favoriser finalement l'industrie, c'est-à-dire la transformation. Ce qui aujourd'hui, et je l'ai dit, pour moi la Nouvelle-Calédonie, c'est une belle à réveiller. Et ça, c'est déjà une belle chose, ça veut dire qu'il y a des ressources. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a envie de le faire ensemble ou pas? Et ensuite, on met en route, et c'est là où nous, au niveau de l'organisation professionnelle, on peut accompagner aussi. Quand on a décidé de faire, après, on a des exemples, on peut mettre en relation, on peut partager. Et ça c'est vraiment notre rôle. Marie-Amélie Molia, on sait qu'il y a de la part du monde agricole une volonté de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'autosuffisance alimentaire, qu'on mange du 100% en local. Est-ce que du côté des industries de transformation, vous pensez que c'est un vœu pieux ou ça peut devenir une réalité ? On est intimement convaincu que c'est peut tout à fait devenir une réalité. Il y a déjà des initiatives qui sont en cours, des volontés. Maxime et Sébastien, je pense, l'ont noté lors de leur visite, notamment en province Nord. Donc, il faut lancer le travail réellement sur les filières. Et Sébastien disait, tout n'est pas forcément possible. Donc, il faut adapter les cultures à la réalité de la Nouvelle-Calédonie. On parlait de changement climatique, donc tout ça est à prendre en compte, mais bien évidemment que c'est une réalité et c'est rafraîchissant d'avoir Sébastien et Maxime avec nous pour nous le rappeler. Est-ce qu'il faut aussi réfléchir, alors là c'est des questions peut-être qui dépassent le monde agricole, mais c'est la question de la fiscalité, de l'accompagnement dont vous parlez, parce que certains font le constat malheureusement d'une certaine façon que les produits importés coûtent moins cher que les mêmes produits fabriqués, enfin produits localement. Là, est-ce qu'il y a un gros travail à mener, Sébastien Muller? Alors, moi, je crois que on revient. Et après, on entendra aussi Marie-Amélie Molia sur le sujet. On est toujours sur le même registre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit tout n'est pas faisable, évidemment, si on a un produit local qui coûte 4 fois plus cher que ce qui est important, c'est peut-être qu'on ne sait pas le faire dans des conditions optimum. Mais avant de se dire ça, faut analyser filière par filière, voir ce qui est faisable en termes d'optimisation de performance. Mais là, on est déjà dans le vif du sujet. Je pense que ce qu'il faut déjà, c'est de se dire, est-ce que la Nouvelle-Calédonie on a envie que la relance de la Nouvelle-Calédonie passe par l'industrie de transformation. Il y a déjà des choses qui fonctionnent bien, mais qui aujourd'hui ne vont pas satisfaire la volonté de créer 10, 12, 14 000 emplois. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'importations, des comptoirs, très bien. Il y a déjà pas mal de travaux sur la mine, mais qui sont en train de ralentir. Et là, je suis plutôt de manière macro. On avait visité une mine lors de notre séjour chez vous, KNS. Si demain elle est reprise, ça prend 8 ans. Mais la relance, vous en avez besoin maintenant. Donc aujourd'hui, si vous avez des matières premières qu'on peut transformer, est-ce qu'on veut y aller ou pas, en sachant que de toute façon, les autres initiatives prendront plus de temps
que de travailler sur des filières où il y a de la disponibilité, comme tu disais, déjà existante. Donc et sur le sujet du coût, oui, si c'est trop cher, il ne faut pas faire. Marie-Amélie Mollier. Oui, ce qu'on rappelait aussi dans la définition des filières possibles à développer, c'est qu'il faut dimensionner les outils, bien évidemment, à notre territoire, mais aussi évaluer les opportunités à l'export lorsque c'est possible, surtout quand la valeur ajoutée le justifie. Mais moi, je voudrais juste reprendre rapidement le terme que j'utilise régulièrement, le patriotisme économique. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, et j'espère que ça va bientôt changer, il faut qu'on soit fiers de nous-mêmes, de ce qu'on est capable de produire et de la qualité de ce qu'on produit. Pour reprendre l'exemple des cacao du Pacifique, si les cacao du Pacifique exportent vers le Japon, la Chine ou la Corée, et quand on connaît le niveau d'exigence du Japon, on se dit que la qualité est certainement excellente. Il n'y a pas de raison à ce que les Calédoniens en aient honte ou se disent que les produits ne sont pas de bonne qualité. Maxime Costil. Non, mais moi, je ne peux rien dire de mieux que ce qui vient d'être dit. Peut-être juste dire, c'est une question de choix de société, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut créer de l'emploi territorial ? Est-ce qu'on veut reconstruire un modèle Et bien entendu, tout ne sera pas possible. Toutes les filières ne fonctionneront pas. Mais ça va fonctionner, ça va créer de l'emploi et les emplois qui seront portés par cette agriculture et cette transformation, ils vont permettre de faire vivre la Nouvelle-Calédonie. Et on voit bien qu'en face, l'importation n'apporte pas autre chose qu'apporter des produits. Et donc c'est probablement aujourd'hui un choix qu'il faut faire au moment où la situation est compliquée, ça c'est sûr, mais c'est dans ces moments-là de crise où il faut prendre des décisions importantes pour l'avenir. Alors, est-ce que l'industrie de transformation, Marie-Amélie Mollier, parce qu'on voit que dans certains secteurs, de plus en plus réfléchissent à l'exportation. Alors, sans doute, après la crise Covid, après les émeutes, il y a un besoin de trouver de nouveaux marchés. Et d'abord dans la région, c'est le cas de la tech, c'est le cas d'un certain nombre de secteurs. Est-ce que l'industrie de transformation réfléchit, elle aussi, à d'éventuelles pistes d'exportation ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est compliqué dans la région ? C'est possible et c'est tellement possible que c'est déjà le cas pour certains secteurs qui exportent vers les pays de la région des produits d'une excellente qualité, encore une fois, je le rappelle, sinon ils ne seraient pas exportés. Néanmoins, c'est un parcours qui est long et qui est coûteux, donc les entreprises qui sont déjà prêtes le font déjà de plusieurs années, du coup d'autant plus aujourd'hui depuis les exactions de l'année dernière. Après, il y a aussi d'autres façons, et c'est ce qui est pratiqué dans certaines filières, de se réinventer en sortant de ces produits finis habituels pour en développer des nouveaux qui parfois n'ont rien à voir avec le métier d'origine. Mais réfléchir à la structuration de la filière et à la création d'emplois, c'est aussi réfléchir à son intégration régionale, Sébastien Muller ? Oui, aujourd'hui, si vous voulez, le fait de créer des filières, ça façonne le territoire, ça crée de l'emploi, ça valorise des fabricants et des entreprises qui vont faire bien pour leur territoire, qui vont ensuite le valoriser. Et je crois qu'il y a une autre piste, parce que souvent, quand on avance dans les filières, l'étape d'après, quand on a créé des filières, c'est de le valoriser, d'en être fier. Et sur le territoire et dans les Outre-mer, ce qui est le symbole de ça en général, c'est une marque collective où on dit acheter, savourer la Nouvelle-Calédonie, ça veut dire que vous achetez local, que vous achetez chez des entreprises qui favorisent l'emploi local, qui font bien, et du coup ça rassure tout le monde. Et je crois que ça c'est vraiment un élément important. Et c'est vrai qu'il y a certains territoires quand on se déplace pour voir les autres régions, on sent cette vraie attache. Je dois avouer que je ne l'ai pas senti de manière très forte en Nouvelle-Calédonie. Et pourtant, on a des gens qui n'ont pas envie de bouger et qui restent ici. Donc, il y a quelque chose à construire là-dessus aussi. Et en général, quand on est fort chez soi, après, l'exportation, c'est tout naturel. Et ça crée de la valeur et une capacité de développement pour les entreprises que d'exporter. Et sur le Pacifique, vous avez quand même une capacité de doubler le nombre de consommateurs par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. J'aimerais qu'on évoque un sujet qui n'est pas forcément lié directement à la structuration et à la création d'emplois dans cette filière de l'agroalimentaire, mais c'est la question du réchauffement climatique parce que ça touche l'ensemble de la planète. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes bien placé pour observer les évolutions liées au changement climatique, il y a de vrais défis qui sont posés et que ça va bouger, ça va nécessairement faire bouger les choses dans les années à venir, Maxime Costil ? Ça bouleverse déjà beaucoup de choses.
Il y a d'autres régions qu'on connaît bien en France, notamment l'Occitanie, tout le sud, qui sont aujourd'hui en incapacité de produire ou qui ont des réductions de production considérables, qui ont perdu 30 à 40% de leur capacité de production de lait ou de céréales. Et donc on a en raison du changement climatique. Ouais. Et on a des départements qui aujourd'hui n'ont plus de capacité d'eau autre que pour les populations, donc qui n'ont plus d'agriculture. Il y a eu des grands feux cet été dans les vignobles du Languedoc, puisqu'il y avait en fait une sécheresse importante et des abandons de vignes strictement. Donc ça, c'est le premier phénomène, c'est-à-dire l'évolution et la capacité de production agricole. Et donc ça a des conséquences sur les usines, puisqu'elles ont été installées à côté des zones de production agricole. Le deuxième phénomène, c'est que, et je pense qu'il faut regarder ça de manière positive dans ce dispositif-là, c'est que ça rebat beaucoup de cartes sur les questions d'approvisionnement et de production. Et donc, on parlait du café tout à l'heure. On sait désormais qu'en raison des évolutions climatiques, la production de café est désormais limitée. On connaît les zones. Ça tombe bien, vous êtes dans cette zone. Et donc, comme vous avez des voisins proches, notamment la Chine, qui consomment de plus en plus de café, on a un problème général pour être en capacité à fournir, avec le changement climatique, du café à tous les gens dans le monde. Donc ça crée des opportunités, il faut les saisir, il ne faut pas que rester terrifié par le changement climatique, il faut essayer de s'adapter. Moi j'ai l'impression que vous avez énormément d'atouts pour en profiter, et donc je vous souhaite de le voir. Non, on vous donne ce regard extérieur un petit peu, mais c'est sûr qu'aujourd'hui vous êtes l'Aude ou les Pyrénées-Orientales en France. C'est moins rassurant que si vous êtes le beau territoire de la Nouvelle-Calédonie. Oui, parce que avec ces changements climatiques, et vous l'évoquez, on aurait pu y venir un petit peu plus tôt, mais c'est quelque chose de très important, Marie-Amélie Molia, c'est aussi la taille du marché, c'est-à-dire les besoins de nourrir une population, finalement, qui reste en nombre assez peu important, donc il va falloir s'adapter aussi à cette réalité. Complètement, c'est une seconde urgence à considérer, en plus de la relance économique, et donc il faut avoir pleinement conscience. Encore une fois, on est ravis d'avoir le regard extérieur de Maxime et de Sébastien qui nous confirment ce qu'on savait déjà, c'est qu'on a tout pour réussir, donc à nous de prendre les rênes et de se lancer. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission, dans ces jeudis de l'économie. Avant de se quitter définitivement, Marie-Amélie Molia, c'est en ce moment la semaine de l'industrie organisée par la FINC. Elle se poursuit encore, il y a des choses mises en place? Alors, on la clôture demain soir, alors que c'est une quinzaine de l'industrie. Oui, c'est un peu plus long que les autres années. Exactement, avec des invités de marque. Donc non, ça a permis d'organiser des visites d'entreprise d'abord pour le public, pour leur permettre de découvrir leurs outils industriels et de voir qu'on ne fabrique pas, comme je dis, de l'essuie-tout ou du chocolat dans le fond d'un garage, mais qu'on a de réelles compétences. Et ça permet aussi aux Calédoniens qui travaillent dans les industries de faire valoir leur savoir-faire. Et donc, effectivement, Maxime et Sébastien et Benoît Simon de Planète Publique ont eu l'occasion de rencontrer les institutions diverses et variées, mais également des étudiants de l'IUT et de l'IAE, et de témoigner lors de tables rondes hier soir et avant-hier soir au centre Chipaou. J'étais sûr que Sébastien Muller voudrait rajouter un petit mot. Écoutez, je crois que quand on fait bien, il faut le montrer. Et le fait de développer ce qu'on appelle du tourisme de savoir-faire, c'est-à-dire ouvrir nos portes, c'est vraiment une vraie aussi valeur pour montrer aux locaux que c'est bien de consommer local. Donc juste pour dire que effectivement c'est une vraie tendance aujourd'hui nationale de dire si on fait bien, en plus on ouvre nos portes. Et donc c'est ce que vous faites sur le territoire dans le cadre de la semaine de l'industrie, mais ce qu'on fait de manière générale au niveau en fait de la semaine nationale de l'emploi et de la formation. Et donc ça c'est vraiment quelque chose de super important. Parce que ça peut susciter aussi des vocations. Exactement. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, mais on est en phase surtout. Et en tout cas, merci et continuez à faire ce que vous faites. Et il y a des belles filières partout au niveau national. Même, d'ailleurs, on a vu aussi une belle brasserie qui fait de la bière. Et je crois que ça, c'est aussi une belle filière avec des éléments vertueux, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais je vais m'arrêter là. C'est qu'en fait, il y a aussi une logique d'économie circulaire. On a la possibilité, après, par exemple, de jouer sur le territoire et de créer du lien avec les agriculteurs. La brasserie en question, que Marie-Amélie connaît bien, joue le local. Et par exemple, les drèches, donc les déchets, servent aujourd'hui d'amendement sur des terres agricoles et permettent de refaire des productions agricoles de manière naturelle. Donc ça, c'est aussi l'agroalimentaire. C'est ce côté vertueux et le circuit vertueux là qu'on veut impliquer.
Donc voilà, Heineken fait ça bien aussi sur le territoire. Merci. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ces plateaux des Jeudis de l'économie.